Vous ne les voyez pas parce qu'ils sont invisibles. Qui ça? Oh, des jeunes de 16, 17, 18 ans dont on ne sait pas quoi faire. On estime qu'en Belgique francophone, ils sont plusieurs milliers. Des mineurs sans domicile fixe, on les surnomme les incasables. L'errance des jeunes, ça peut être défini comme des jeunes se trouvant en situation de sans-abrisme ou à risque de sans-abrisme. L'errance, c'est aussi de dormir 3 jours chez un ami, 3 jours chez un autre ami. Ce sont souvent des jeunes qui ont connu, quand ils étaient enfants déjà, parfois des difficultés de vie en famille, qui ont eu recours assez régulièrement au service d'aide à la jeunesse, qui n'ont pas pu répondre aux attentes de ces enfants et de ces familles. Et on voit qu'il y a des facteurs sur lesquels on pourrait agir bien avant, mais ça demande une politique générale, ça demande un investissement massif très tôt pour l'enfance et pour les parents. Combien de jeunes en errance y a-t-il? D'où viennent-ils? Quelles sont leurs problématiques? Quel est leur parcours? Comment est-ce qu'on peut faire globalement pour trouver des réponses par rapport à ces jeunes? Mais je ne crois pas que c'est un problème neuf. Et il faudrait des statistiques pour prouver qu'il explose. Moi, quand je suis arrivé ici il y a 10 ans, on s'inquiétait pour des jeunes de 17 ans, 17 ans et demi. Maintenant, on s'inquiète pour des jeunes de 15 ans. On ne l'avait pas vécu comme ça avant, quoi. En 2004, on observait qu'on avait 2% des jeunes qui venaient de la rue. Aujourd'hui, ils sont 32%. Les jeunes en errance existent, les jeunes qui dorment dans la rue, ça existe, et ça va continuer à exister malheureusement, sauf si on fait quelque chose. Alors on est tous d'accord, des jeunes mineurs, SDF, c'est inadmissible. Mais et si nous étions finalement tous responsables? C'est la question qu'on s'est posée après avoir rencontré Lénie, Monica, Divine, Mehdi et Pauline. Moi, je voulais juste vivre une vie comme tout le monde, en fait. Je me suis dit, j'ai mes particularités, je suis différente des autres, mais je n'ai pas, pour moi, de problème, quoi. Je suis différente. Je m'appelle Pauline, et à l'âge de mes 14 ans, on m'a diagnostiqué une maladie chromosomique, donc la duplication des chromosomes 15, qui est encore une maladie orpheline, vu que c'est une personne sur 30 000 habitants. On peut, par exemple, avoir des troubles de comportement et émotionnels. On peut avoir aussi un faible tonus musculaire et alors aussi peut-être avoir des symptômes, avoir certains symptômes de l'autisme. C'est une maladie dont on connaît peu finalement les origines, mais surtout le mode d'emploi. Florence Mouffe, avocate, elle a défendu le cas Pauline, comme la justice a coutume de l'appeler. Et donc on se trouve face à une famille qui doit gérer une maladie sans aide. J'ai cru qu'ils allaient me relâcher prise vu qu'on avait découvert ça. Mais comme eux, c'était assez bizarre et qu'ils ne connaissaient pas ça, donc c'était étranger pour eux, ils m'ont mis dans un centre psychiatrique pour ados. Et après 2 mois, je suis sortie de là et le médecin en ressort que je n'ai pas de problème et qu'il faudra faire avec mon comportement. Je leur en veux pas, mais j'aurais voulu qu'ils comprennent et qu'ils m'acceptent comme je suis, c'est tout. Pauline est une jeune fille comme tout le monde. Il n'y a pas de raison d'être sur son dos 24 heures sur 24. Elle a juste besoin d'être accompagnée pour pouvoir arrondir les angles, pour pouvoir lui rappeler que sa maladie fait en sorte qu'elle est quand même différente et qu'elle ne s'adresse pas toujours aux personnes comme il faut, elle n'a pas toujours la juste distance vis-à-vis des personnes qui sont en face d'elle. Aujourd'hui, Pauline habite dans un appartement de transit. Des éducateurs l'accompagnent vers l'autonomie. Je m'appelle Divine, j'ai 20 ans, je suis née en Afrique. Ma mère, elle m'a envoyée ici parce qu'elle ne savait pas s'occuper de moi, elle n'avait pas de moyens. Et mon père me faisait croire que ma mère, elle m'avait abandonnée, au lieu que ce n'était pas le cas. C'est un homme qui était en mode culturel, ça veut dire qu'on ne se mélange pas, on parle avec personne, on reste avec personne. On était un peu... Tout, c'est de notre faute. Limite, il nous envoyait presque d'aller se prostituer pour ramener de l'argent. Après des années d'errance, Divine vit aujourd'hui dans un logement social pour femmes battues. Je m'appelle Monica, j'ai 18 ans. J'ai été adoptée par des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et je suis un peu devenue
la fille parfaite, auprès juste des amis, de la famille tout simplement. J'étais censée être la fille parfaite qu'on a adoptée et que, ben voilà, on a fait un truc pour toi, maintenant rends-le-nous comme nous on le veut. Sauf que, bah, comme on peut le voir, que j'ai pas fait comme ça, pas du tout. Moi, ça m'a plus que enfermée sur moi-même, en vérité. Après de longues périodes d'errance, Monica habite aujourd'hui dans un logement de transition. J'ai un père qui est originaire du Libéria et il avait une mentalité assez stricte. Ma mère avait des problèmes d'alcool et de drogue. Ça faisait longtemps qu'elle n'était plus avec mon père. Le mariage n'avait jamais tenu. Je faisais rien de mes journées parce que je ne pouvais pas sortir seul. Et moi, en tant que petit, j'avais besoin d'attention et j'avais besoin de bouger, etc. Lénie a trouvé une chambre chez At Home, une structure d'accueil pour jeunes sans-abri. La majorité des jeunes qui arrivent chez nous, malheureusement, ils arrivent complètement dépités, au bout du rouleau. Corentin Le Tocard, directeur de la maison d'accueil. Et lorsqu'on commence à discuter avec eux, on se rend bien compte que voilà, c'est la dernière porte. Ils ont très peur d'intégrer une structure communautaire comme la nôtre. Très peur aussi parce que c'est mettre un pied dans le monde sans-abri. Et puis il y a Mehdi, 17 ans, réfugié, sorti de la rue et hébergé par Sylvie. J'ai quitté le Soudan à cause de guerre et la violence. J'ai traversé le désert et après je suis passé en Libye. Après je suis traversé les mers de Méditerranée. Je suis passé en Italie, après en France. C'était dur, super dur. Quand je suis arrivé ici en Bruxelles, soit il allait être placé dans un centre pour mineurs non accompagnés, soit il avait une famille d'accueil et alors il pouvait vivre en famille. Et on a fait le choix de proposer d'être la famille d'accueil. Ces jeunes, ils ont tous un point commun. À un moment, par la force des choses, ils ont totalement décroché de l'école, du système, de leur famille. Donc, à un moment donné, à l'âge de 8 ans, j'ai fugué. Au final, j'ai dû retourner chez ma mère, même si je ne le voulais pas. Et de là, les disputes ont continué. La seule chose qui serait bien, c'est que tu aies juste une famille stable, genre papa, maman, pas de divorce, pas de problème. Parce que j'ai l'impression que j'étais entre deux feux. Et des fois, on m'utilisait pour faire du mal à l'autre. Quand il perd son emploi, le père de Divine commence à boire. Elle devient alors son souffre-douleur. Il est de plus en plus violent. En fait, en grandissant, en me posant la question, je me dis, je ne peux pas tout remettre par l'alcool aussi. C'était aussi quelque chose qui n'a jamais été créé entre moi et mon père. Ça veut dire que c'était un père qui venait en Afrique, mais il n'y avait rien entre moi et lui. Je pense à mes 13 ans, je suis arrivée en retard de 2 minutes. Il m'a laissée dehors en plein hiver. C'était de la folie. À 13 ans, tu vas faire quoi de mal? C'est normal de rater un train. J'étais tellement choquée que je suis restée, j'ai attendu à ce que le demain il m'ouvre. J'ai dormi à côté de chez moi, dehors. J'avais commencé déjà à signaler des violences parce qu'il y avait des fois où il coupait mes cheveux, il me tapait. Mais le problème, c'est que comme je ne parlais pas néerlandais chez les Flamands, donc ça ne portait pas un poids. Il venait, oui, constater, oui. Après, il partait. Donc au final, ça ne servait à rien puisque je me retrouvais quand même dehors. Autre problème, Divine parle le français, mais habite en Flandre. Elle était domiciliée en Flandre, donc elle dépendait du système de l'aide à la jeunesse flamand. Fanny, intervenante sociale, travaillait à l'époque à SOS Jeunes et a accompagné Divine pendant 2 ans. Du côté néerlandophone, on disait, en fait, ce qui est compliqué, c'est que te mettre en institution alors que tu ne parles pas la langue, ça va pas, c'est pas possible. Et du côté francophone, il y avait, oui, mais en fait, on n'est pas responsable, tu n'es pas sur notre territoire, donc on ne peut pas te prendre en charge. Alors, Divine prend sur elle. Pendant des mois, elle évite son père lorsqu'il a bu, elle subit la situation en silence, comme Pauline, victime de harcèlement à l'école. J'étais dans une école que je n'aimais pas, dans une école spécialisée, où moi je me sentais pas à ma place, parce que je n'étais pas faite pour cette école-là. Pauline, elle est très intelligente, mais forcément elle s'ennuie vite à l'école. Et donc il y a la difficulté scolaire déjà, ça commence par là, c'est où est-ce qu'on met Pauline ? J'étais harcelée par plusieurs élèves dans l'école, et donc ça me menait au mois de novembre où j'ai fait une fugue.
C'est sa première fugue et son père qui est perdu répond à cette fugue en envoyant la police à l'endroit où elle se trouve. Donc, par définition, en envoyant la police, c'est le début de l'ouverture d'un dossier délinquant. Et là, la fugue, elle a complètement dérapé. J'ai été en garde à vue, j'ai vu la première juge de la jeunesse. Juge qui va se retrouver perdu parce qu'il se retrouve aussi face à une jeune qui est mutique. Elle est dans un petit coin de nouveau, elle ne parle pas. Et là, avec les faits qui s'est passé, donc rébellion, courrier de blessure envers une policière et donc la fugue, elle a voulu me mettre en IPPJ. C'est un peu comme la prison comme adulte, sauf que c'est une sorte de prison, un centre pour ados. Et mes parents refusaient. Et donc le réflexe, c'est de l'envoyer à l'hôpital en disant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, et l'hôpital de la renvoyer le jour même en disant mais il n'y a pas de maladie mentale. L'hôpital ce jour-là vient de fermer la case hôpital, la juge ferme la case justice, retour à la maison. Pauline, l'incasable, commence alors son long parcours d'errance. Vouloir absolument caser les jeunes et les gens même en général dans des catégories comme ça, on découpe fort par symptômes, toxicomanie, problèmes de jeu, problèmes psychiatriques, problèmes plus type aide à la jeunesse ou délinquance. On a du mal à en sortir. Charlotte Wilput est psychologue dans un service de santé mentale à Bruxelles. Et alors les jeunes qui sont dans des choses un peu mixtes, c'est très très compliqué de pouvoir mélanger les deux. Et voilà, il y a quelque chose à gagner quand même à pouvoir être multifacette et prendre l'adolescence dans sa globalité. En plus du fait que je ne pouvais pas sortir, il y avait des violences quand même psychologiques. On n'arrêtait pas de me dire que j'étais grosse, que voilà, il faut que je fasse un truc de ma vie, alors qu'au fond, j'avais juste besoin qu'on me parle. Et il y avait des violences aussi par rapport à mes bulletins. C'était de la violence physique cette fois-ci, beaucoup avec mon père, un peu moins avec ma mère. Ça pouvait être les chaussures, les ceintures, en fait tout ce qui passait sous la main. Et souvent c'était des coups et moi au début je ne rendais pas du tout parce que je me disais Monica tu le mérites, t'as pas réussi ton interro. Et puis finalement petit à petit non, je n'acceptais plus le fait de me faire taper, alors je rendais les coups et là c'était parti pour des violences extrêmes. En Belgique, Mehdi n'a pas reçu de coups. La violence dont il est victime est psychologique, ce qui n'est pas moins grave. J'étais au office étranger pour donner à des enfants. La première chose qu'on fait quand vous êtes interviewé, c'est de mettre en doute tout ce que vous dites. Donc, c'est-à-dire de déjà vous considérer comme quelqu'un qui est soit menteur, soit dissimulateur, mais en tout cas coupable. Et il m'a demandé mon nom, quoi. Nom, mon prénom et nom de famille. Sans document d'identité, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas retenu le nom qu'il donnait, son nom de famille. Il m'a dit que moi, je ne crois pas les noms de famille. Et on a mis comme nom de famille inconnu. Donc ça, c'est écrit sur son papier, son annexe. C'est eux qui décident, quoi. C'est pas moi. Et ça, c'est déjà une première violence inouïe, quoi. C'est de dire à quelqu'un, ce nom-là, non, on n'y croit pas. Donc on donne un autre qui est inconnu. Donc ça veut dire qu'on lui enlève de son identité, on lui enlève une partie de son nom. Ça, c'était la toute première étape. En fonction de quel jour il tombe ou la personne sur laquelle il tombe, ça peut être très variable. Il y a des jeunes qui sont tout à fait bien reçus et d'autres non. Maître Cécile Guimers, avocate spécialisée dans le droit des mineurs étrangers non accompagnés. Il y a un nœud énorme, un vice dans notre loi, c'est même pas un flou, c'est quelque chose qui ne va pas dans notre loi, c'est ça, c'est que l'Office des étrangers peut émettre un doute sans motiver, donc en disant « Oh, tiens, toi je coche la case doute » et à partir du moment où cette autorité, qui est souvent l'Office des étrangers, émet ce doute, c'est parti pour l'engrenage. Chaque endroit que je vais y aller pour faire des inscrits dans un club de foot, ou bien dans un école, le travail, tout ça, ça va demander comment tu t'appelles, le nom de famille, prénom, ou bien les dates de naissance. Les portes se ferment pour Mehdi. C'est la décision de l'Office des étrangers. Pour Lénie aussi, les portes se ferment, mais c'est la décision de sa propre mère. Un soir, j'avais le judo du coup,
et je voulais rentrer et la porte était fermée. J'ai essayé plusieurs fois et il y avait ma mère qui gueulait, mais je pense qu'elle avait encore bu, qui gueulait « Oui, tu vas aller faire ta dictature ailleurs, blablabla ». Alors que de base, moi, franchement, moi j'étais un enfant normal, quoi. Moi je voulais pas des problèmes ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai que 13 ans. 13 ans, genre là, aujourd'hui j'en ai 20, mais là j'ai 13 ans. Que je vais faire quoi? Je vais aller où? Et donc du coup, j'ai demandé de l'aide aux voisins. Elle m'a insulté devant les voisins et il y a eu une mini dispute. La police est arrivée. Entre-temps, elle s'était déjà barrée. On en a profité pour prendre des affaires chez moi, vu que la porte était plus bloquée. Je pouvais l'ouvrir, j'avais encore la clé. Et de là, j'ai dû aller en voiture de police jusqu'au commissariat. Et donc du coup, je suis allé chez ma tante. J'ai revu mon père après 1 an et demi. Et en fait, mon père, entre-temps, il s'était remarié. Et il avait un deuxième enfant, un enfant que j'avais pas vu du coup. Ça a été un choc. Avec ma belle-mère, genre, ça allait pas toujours bien. Genre, j'ai l'impression que c'était d'abord toujours ses enfants avant moi. Par exemple, ma belle-mère qui fait des choses, qui fait pour 4, pas pour 5. Enfin, c'était tous des trucs comme ça. Ou par exemple, on m'appelle pas pour manger et tout. Lorsqu'ils nous expliquent un peu leur parcours, on se rend compte qu'il y a souvent malheureusement de la violence intrafamiliale, que ce soit physique ou psychologique. Donc on parle souvent de divorce, de belle-mère ou de beau-père qui a intégré la famille et qui n'accepte plus ce jeune-là, de petit frère qui à un moment donné est arrivé. En tout cas, il y a une instabilité qui arrive dans cette famille qui fait que le jeune se sent vraiment à part. Et parfois, c'est clairement dit, on demande aux jeunes de sortir de ce cocon familial parce qu'il dérange à un moment donné. Pas de divorce pour les parents de Pauline, mais une incompréhension totale de sa maladie. Ma mère et moi, on s'est mal compris. Elle a dit en rentrant à l'école un jour qu'elle aurait voulu avoir un enfant normal. Mais elle voulait le dire dans le contexte qu'elle voulait dire comme un enfant qui fait des bisous à sa maman, qui rentre de l'école et raconte sa journée. Mais moi, à vrai dire, je suis vite touchée, donc c'est vrai que sur ça, j'étais un peu touchée mais un peu énervée. Parce que moi, du coup, je l'ai pris mal. J'ai voulu mettre le feu à la cuisine chez mes parents. J'avais mis du papier de toilette par terre et j'ai allumé une allumette. Et après, en sortant, j'ai appelé la police de Nivelles. C'était plus un message à faire passer à mes parents. Enfin voilà, pour qu'ils m'écoutent, ils prêtent de l'attention. Et donc un juge nous déclare ce jour-là, je n'ai pas d'autre solution, je n'ai pas d'autre choix face aux actes de délinquance que tu as posés que de t'envoyer en IPPJ. J'ai été en IPPJ pour ça, pendant 15 jours. Pour Mehdi, le combat continue. Après son nom, c'est son âge qu'on tente de lui enlever. Il venait en fait tout juste d'avoir 17 ans quand il a fait la demande d'asile. On a reçu un courrier disant qu'on mettait en doute son âge et il fallait donc qu'il passe un test d'âge. Alors ces tests ne sont pas du tout des tests qui ont été créés pour déterminer un âge, sûrement pas pour la migration. L'Ordre des médecins a déjà donné des avis, les pédiatres suisses ont fait toute une étude et ont donné des avis là-dessus en disant que ce n'est pas du tout fiable, ça ne peut pas déterminer l'âge d'une personne avec certitude. Il n'y a aucun test scientifique qui peut déterminer l'âge d'une personne avec certitude. Et quand j'étais là-bas, ils ont dit que moi, en fait, c'est pas 17 ans. Entre 19 ans et 20 ans. Et donc, il n'était plus mineur. Du jour au lendemain, le tuteur est destitué et il se retrouve considéré comme majeur. Je sais bien que ce n'est pas mon âge, quoi. C'est pas mon âge. Mais eux qui disent, eux, ils sont d'accord avec les médecins, c'est pas avec moi. C'est incontestable que toutes les autorités en Belgique ont un intérêt à ce qu'il n'y ait pas trop de mineurs étrangers non accompagnés reconnus comme tels. C'est énormément d'avantages et c'est très coûteux. Et lui, il doit vivre avec cette chose injuste qui lui arrive et qu'il ne comprend pas. Il ne lui reste rien de son passé ici, il n'a pas de papier, il n'a rien. Mais il a une chose, c'est son identité. Et ça, on lui enlève. C'est
C'est en violence ici, en violence de trucs, en morale, quoi. J'ai reçu plein de problèmes à cause de ça. Avant, moi, j'ai un problème et encore il y a un problème, donc ça peut être super compliqué. Ça devient le chaos pour certains jeunes et des jeunes déjà fragilisés par un parcours migratoire terrible et ça fait des questions identitaires aussi très importantes. Il n'y a pas que les papiers qui sont importants, il y a de la reconnaissance aussi au niveau de leur histoire, de leur identité, etc. D'avoir toutes ces étapes où on vous remet en question, votre identité, ça détruit vraiment quelqu'un en fait. J'arrive pas à dormir pendant la nuit, c'était super compliqué. Il se trouve face à quelqu'un qui lui dit, ben voilà, le test d'âge a dit que tu es né, et on donne une année qui est encore complètement différente du résultat du test d'âge qui ne donnait pas une année mais une estimation. Et là, on le vieillit encore de plus de 10 ans. Moi, j'ai 17 ans. Je ne veux pas inventer de trucs dans ma tête, mais c'est ça que mon âge, quoi. C'est quoi là, le problème? Et pourquoi il ne me croit pas? Le pire, c'est de devoir dire à un jeune dans mon bureau, oui, moi je crois bien que tu ne mens pas. Et en fait, en Belgique, personne ne dit que tu mens. C'est juste que la Belgique a décidé d'un système dont elle sait qu'il n'est pas juste, qu'il n'est pas fiable, pour trier, parce qu'on ne peut pas offrir ce système de protection à tout le monde, parce que sinon, on a peur qu'il y ait des abus. Moi, je me suis dit, c'est une erreur, c'est pas possible. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas bien l'histoire. Et chacun, il change ce qu'il veut, quoi. Et évidemment, ça arrange l'Office des étrangers, certainement, de faire comme il le souhaite, et on n'a pas de recours contre ça, parce que ça n'est pas légiféré non plus. Après son séjour en IPPJ, Pauline tente de reprendre une vie normale, mais rien n'a changé. En fait, c'était soit des conflits à la maison, ou soit c'était des harcèlements à l'école. On a commencé d'abord à me donner un point dans l'œil. Et puis après, quelqu'un a mis mes affaires dans la poubelle, mon sac, ma veste et tout ça. Et ensuite, ma prof m'a humiliée devant toute la classe en disant « Pourquoi tu laisses tes affaires au milieu de la cour ?» Enfin, voilà. Et donc j'ai eu tout ça en une journée, donc c'était très compliqué. Et après mon stage, je n'ai pas voulu retourner à l'école parce que j'avais voulu faire une TS, enfin une tentative de suicide. Je me suis pendue. Voilà. Ce qu'il aurait fallu pour Pauline, c'est clairement qu'elle puisse se poser à un endroit, dans une institution où elle aurait pu en même temps bénéficier de soins psychiatriques et en même temps d'un cadre éducatif. Ce qu'elle n'a pas eu. On voit comment ces jeunes essayent longtemps de pouvoir composer avec les milieux familiaux ou institutionnels dans lesquels ils sont. Et il faudrait pouvoir les soutenir beaucoup plus tôt là-dedans. Parce que quand on arrive, c'est déjà trop tard. C'est parti dans une escalade telle que c'est un travail pas impossible, mais quand même très très compliqué dans l'après-coup. Quand j'avais 17 ans, donc, mon juge de la jeunesse, en fait, il essayait des fois, souvent, quand je faisais pas de bêtises, il essayait de me mettre dans un centre psy. Il m'a dit, de toute façon, Pauline, tu as le choix, je te laisse 1 mois. Si tu acceptes mon offre, donc dans un autre centre, voilà, on continue l'aide que je te donne jusqu'à tes 20 ans. Si tu veux pas, ben c'est simple, je me dessaisis. Elle lui dit non, ça ne sert à rien, je ne vais pas prolonger encore des mesures, alors que tout ce que j'ai eu jusqu'à présent ne m'a pas aidée. J'ai refusé son offre, parce que moi, tout ce que je voulais, justement, c'était d'arrêter les centres, parce que moi, je me trouvais bien, j'étais différente, c'est tout. Il a dit, ok, dans ce cas, je me dessaisis, j'envoie ton dossier demain au parquet. En fonction de ses difficultés, il va toujours y avoir 3 cases. Est-ce qu'elle est dans le cas du handicap, celui de la délinquance ou celui de la maladie mentale? Dans la justice, ils essaient de faire rentrer, tout le monde doit rentrer dans une case. Moi, malheureusement, ce n'est pas possible. Et malheureusement, la justice, eux, ils sont embêtés parce que je ne rentre nulle part. Et personne ne peut répondre à cette question-là. Est-ce qu'on doit y répondre? C'est une jeune qui est en évolution, c'est une jeune qui est en construction. On le sait, un cerveau se construit et ne se définit pas. On ne peut pas caser un jeune, on ne peut pas l'enfermer dans une étiquette, encore moins d'une maladie mentale. Mais par contre, on doit pouvoir l'aider quand il y a des difficultés. Or, ici, pour moi, en tout cas, avec un petit peu de distance maintenant, la difficulté, c'est qu'on a cherché à chaque fois
à lui mettre une étiquette. Tu dois être là parce que tu as ça. Et chaque fois, là où elle était, on indiquait que ce n'était pas le bon endroit. Et celui où on renvoyait disait « mais non, c'est par là que tu dois aller ». Et chaque fois, c'était les 3 endroits, le handicap, la maladie mentale et la délinquance. Lenny, lui, n'a ni maladie mentale ni aucun problème de délinquance. Et pourtant... Quand j'avais 18 ans, après l'entraînement, je rentre et je vois que mon père est en bas. Et il m'a dit qu'il a été dans ma chambre, donc il avait de nouveau fouillé parce que c'est quelque chose qu'il avait fait plusieurs fois déjà. Et il dit qu'il a trouvé une poupée et il m'a suspecté de faire de la magie noire. Mais moi, je deviens quasi fou. Je dis, mais comment ça? D'où moi je vais faire ça? On est en Belgique, on n'est pas en Afrique, on n'est pas je sais pas où, genre. Mais moi je lui explique, j'essaie de lui expliquer, mais je dis, mais on a dû faire un travail pour l'école, pour un projet de fin d'année. Et donc de là, c'est parti de ça à d'autres choses, il a commencé à m'attaquer sur d'autres choses. À ce moment-là, j'avais une copine, il commençait à parler sur ma copine, alors que de base, elle n'avait rien à voir dedans, elle lui a jamais rien fait de mal. Et donc du coup, il se lève, il vient vers moi, et voilà, il y a des coups qui partent. J'ai eu plusieurs blessures, notamment genre ici, l'arcade. J'ai pris mes affaires seul, et quand il m'a vu avec mes affaires, il a compris que j'allais partir. Et il m'a dit pars et reviens pas. Lenny s'en va à 18 ans, mais cela arrive aussi lorsqu'on est beaucoup plus jeune. Divine, elle, avec 15 ans. À 15 ans, j'ai décidé de partir de chez mon père parce que j'en avais marre qu'il me mette tout le temps dehors ou qu'il me tapait. Donc en gros, je suis partie de là avec mon petit sac parce que c'était de trop. En fait, c'était le coup de trop qui m'a fait partir. Alors on se retrouve là, assis sur un banc, on ne sait pas trop pourquoi. On repense à ce qui s'est passé. Une grosse dispute avec ma mère. Et là, elle me dit bah, casse-toi. Je suis partie et de là a commencé mon errance sur Bruxelles et en Belgique en général. D'abord, trouver un toit, n'importe où, pourvu qu'on ne passe pas la nuit dehors. Il faut chercher, mais les bons plans ont toujours un prix. Et pour les filles, c'est souvent celui de la chair. J'étais un peu dans un genre de squat entre jeunes, genre de bendo dans notre langage. J'avais quelques copines aussi qui étaient dehors. Malheureusement, eux, ils ont dû faire ce qu'ils ont à faire pour être logés. Moi, je n'étais pas vraiment tentée à ça. Le fait d'aller chez un mec, au final, pour coucher avec eux, ça ne les posait pas de problème parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ils sont directs avec nous. Hein. Ils nous disent que ouais, si vous venez chez nous, il ne faut pas croire que vous allez dormir comme ça. On va bien vous mettre. Vous allez bien dormir, mais après, vous savez ce que vous avez à faire. Donc, voilà quoi. Je ne me trouvais pas vouloir donner mon corps pour être logée. Donc, personnellement, ça ne me dérangeait pas d'être dehors, puisque comme j'avais déjà fait une fois dehors, c'était un peu une habitude qu'on me mettait dehors. Donc, je dormais un peu partout. Et puis il arrive qu'on soit aussi hébergé par des amis, mais cela ne dure jamais longtemps. Je ne pouvais pas être acceptée nulle part, ni chez mes amis. À ce moment-là, voilà, je gère dans la rue, je regarde de gauche à droite, peut-être sous un pont, ou peut-être il y a des ruelles plus petites où il y a moins de fréquentation, où je pourrais me poser la nuit, juste le temps de m'assoupir. Et les squats, voilà, on le voit au loin, on sait que ça existe, on voit tous les SDF qui y sont. Il n'y a pas une carte VIP où on se dit, voilà, moi je peux dormir ici parce que c'est ma place. Non, on est tous des SDF, on dort où on veut, en soi, la rue, elle est à nous. Moi, à ce moment-là, j'avais 16 ans et j'étais accompagnée de personnes. De toute façon, tu es dedans. Dans tous les cas, tu tombes. Je suis partie un peu partout, hein, à Abaka, à SOS, avec mon petit sac. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? J'ai fait les 3, Abaka, SOS, point jaune, Abaka, SOS, point jaune. Et c'était très nul, c'était très chiant de se balader avec ses bagages partout. C'était pas confortable. Au niveau de ce qu'on appelle des services d'hébergement d'urgence non mandatés, donc vraiment des services qui sont accessibles à la demande du jeune uniquement, donc où il n'y a pas besoin d'un SAJ, il n'y a pas besoin d'être suivi déjà pour avoir une place. Il y a 3 services en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est SOS Jeunes et Abaka à Bruxelles et Point Jaune à Charleroi. 3 lieux d'hébergement d'urgence où les jeunes peuvent souffler un peu, le temps de prendre du recul. Entre 22 et 9 h du matin,
Si quelqu'un avait à frapper à la porte, l'éducateur de nuit ouvrira et, s'il a de la place, permettra à un jeune d'être accueilli. Hugo Lanter, coordinateur chez SOS Jeunes. Et nous, on va travailler selon ses besoins. Donc voilà. Mais personne ne place, enfin aucune instance en tout cas, ne place un jeune ici. Alexandre Demetz, éducateur chez Abaca. Maintenant, on a un certain nombre de lits disponibles ici. On est agréé pour 5 lits maximum. Abaca, je ne me rappelle plus du nombre de lits, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais eux aussi ont un volume limité de peut-être 8 personnes, 8 ou 10 personnes, mais donc ça fait 15 personnes sur Bruxelles. Et il y en a un troisième, en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est Point Jaune à Charleroi. Et donc, capacité de 6 lits aussi. Donc au total, on a une vingtaine de lits disponibles pour l'immédiateté du jour au lendemain. Un jour sur 2, on refusait des gens par manque de place. 15 places pour des centaines de jeunes en errance, autant dire que ça bouchonne. Pour les nuits d'urgence, c'est compliqué, il y a une place et on est plein de jeunes. Donc si tu arrives trop tard dans la journée et qu'il y a déjà un jeune en urgence, ils ne vont pas t'accepter tout simplement. Et c'est à partir de ces moments-là que j'ai dû trouver d'autres moyens. Ce triangle sacré, j'ai envie de dire, entre SOS Jeunes, Abaca et Point Jaune est évidemment très questionnant. Bernard De Vos est délégué général aux droits de l'enfant. Il défend les droits des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est aussi l'ancien directeur d'SOS Jeunes. Ces 3 institutions ont été créées justement pour répondre à des questions d'urgence. Elles ne sont pas créées, elles n'ont pas été créées, elles n'ont pas été inventées pour répondre à des situations pareilles. Leur mission n'est pas de permettre à des jeunes de passer de l'un à l'autre pendant des semaines, voire des mois. C'est pas ça qui est visé. L'idéal, c'est plutôt d'être un moment où on va pouvoir se poser et puis rebondir, repartir vers autre chose, trouver d'autres solutions. Mais il faut que ces solutions, elles existent et qu'elles soient disponibles en même aussi. Alors bien sûr, d'autres solutions sont disponibles, celles qu'un juge ou qu'un conseiller de l'aide à la jeunesse choisit pour le jeune, des services mandatés, autrement dit, le placement en institution. Il n'y a pas que 3 services, donc il y a systématiquement, en fonction de l'avis de l'autorité mandante, ce n'est pas le politique évidemment ici qui intervient. Valérie Glatini, ministre de l'aide à la jeunesse. Donc il y a un juge de l'aide à la jeunesse qui va décider de ce qui doit être convenu et arrêté pour ce jeune en particulier. Donc il y a toujours une réponse quand une autorité mandante ou un service d'aide à la jeunesse est sollicité. Quand on arrive au service d'aide à la jeunesse, c'est que tous les autres sont dépassés par la situation. La police, l'aide scolaire, les CPS, les éducateurs de rue, et j'en passe. Alors, un service de l'aide à la jeunesse qu'on appelle communément un SAJ, est un service, je dirais, qui s'adresse à tout un chacun. Jean-Marie Delcommune, directeur adjoint et ancien conseiller de l'aide à la jeunesse. À tous les jeunes, les enfants, comme on dit, de 0 à 18 ans, qui sont en difficulté, qui sont en danger, voire en danger, ou à leurs parents qui ont des difficultés sur le plan, je dirais, éducatif. Donc on se situe dans l'aide volontaire. Et à partir de là, on construit un projet de travail, un programme d'aide. On analyse la situation, on tente de recoller les morceaux et si un retour dans sa famille est impossible, alors on trouve une place en institution. Pour Monica, en réalité, c'est tout le contraire. Pour moi, ils ne t'aident pas, ils t'aident pas, c'est pas possible. Ils disent que c'est du cas par cas, que chaque enfant est différent, que chaque situation est différente. Mais en soi, ils nous mettent tous là où on ne veut pas être. En fait, je crois qu'il n'y a pas cette écoute qui est faite. On m'a d'abord dit, est-ce que tu ne veux pas renouer les liens avec tes parents? On va essayer ça au début, sauf que ça a été très très mal fait. Car je l'ai appris plusieurs années plus tard, mais en fait, on a juste dit que non, laissez Monica là, parce qu'elle vous causera plus de problèmes que si elle rentre à la maison. Donc ça aurait peut-être pu changer, peut-être je serais restée un ou 2 mois dans un centre, peut-être j'aurais fait l'autonomie, mais avec l'aide de mes parents, alors que là, j'ai été coupée en fait. On m'a vraiment coupée. Moi, on m'a dit que mes parents ne voulaient pas discuter, et aux parents, on a dit que moi, je ne voulais pas discuter avec eux. Donc voilà, j'ai été vraiment coupée. En règle générale, et c'est ce que prévoit le Code, c'est d'abord le maintien de l'enfant dans sa famille avec une aide appropriée. Et là, clairement, il y a un manque. Il y a un manque, j'ai envie de dire, de place, mais il y a aussi un manque, à mon sens, de qualité du travail qui est rendu, dans le sens où, pour travailler dans une famille en difficulté, il faut quand même être bien assis, il faut être bien installé, avoir une formation suffisante. Et il n'est pas certain que tous les professionnels du secteur
en disposent de manière satisfaisante. Mais pour quelles raisons les conseillers de l'aide à la jeunesse sont-ils incompétents? Bien sûr que non. Le problème, c'est qu'ils sont débordés. Un service d'aide à la jeunesse où il y a 100 dossiers par personne, c'est une véritable problématique pour pouvoir avoir le temps, pour pouvoir avoir la distance nécessaire, avoir le recul qui permet de faire une analyse correcte d'une situation problématique. Et on va donc avoir tendance à mécaniser pour rendre ça plus rapide. Ça, pour moi, c'est une difficulté. Classer le dossier, passer au suivant. Il faut reconnaître que le SAJ est devenu finalement la figure la plus redoutée des familles et des jeunes, alors qu'elle devrait être par principe la porte d'entrée accueillante, empathique des familles et des enfants qui connaissent des difficultés. Je n'ai jamais eu un rendez-vous avec mon père, ma mère, moi et le SAJ. Jamais. Jamais j'ai discuté avec mes parents en présence d'une assistante sociale, que ce soit au SAJ, que ce soit dans les centres que j'ai été. Jamais il y a eu cette aide. On m'a toujours replacé. Et donc, on a finalement un service de première ligne qui est considéré comme étant un service dangereux, notamment parce que le SAJ provoque des placements. Et les placements sont redoutables tant pour les familles que pour les enfants concernés. On regarde toute la bibliothèque des cases et on te met là. Et là, tu ne changeras pas. Tu seras cette délinquante, tu seras toujours celle qui fume. Quoi que tu fasses, on ne te croira pas, tout simplement. Au SAJ, on était là. Ah, t'as pas fait ça? Mais ça, c'est pas bien. Pourquoi tu vas pas dans le centre qu'on te donne? Pourquoi tu fais pas ci? Pourquoi tu fais ça? Et ça bloque énormément. Ça bloque énormément, tout simplement. Probablement que les tensions sociales de paupérisation, les difficultés d'intégration sont à la manœuvre pour leurs parents. À un moment donné, ils ne savent plus comment aider leurs enfants. Donc la société en elle-même est plus violente. Et les structures d'aide, par isomorphisme, ils agissent comme d'autres, par isomorphisme, et se disent, nous aussi, on va être violents, on va responsabiliser les individus. Alain Marron, ministre bruxellois des Affaires sociales. Quel que soit l'âge des personnes sans abri, il y a une extrême méfiance par rapport aux institutions, un refus en fait même de considérer les institutions. Donc la toute première démarche à faire par ces institutions, c'est la reprise de confiance. Entre institutions, c'est très clair qu'on gagne à se parler, à échanger, à voir comment on peut transiter les uns vers les autres, enfin accompagner ces jeunes vraiment, de nouveau dans de l'humain et pas dans de l'administratif, de dire ah ben voilà, à tel moment il y a une place là, hop, t'y vas, mais de pouvoir vraiment avoir des vrais liens avec les autres professionnels des autres secteurs, ça je pense c'est hyper important aussi. Je pense que l'administration et le politique in fine a ses responsabilités par rapport à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'impulsion doit venir évidemment du politique et tout ça doit être mis en musique, j'ai envie de dire, par l'administration de l'aide à la jeunesse pour donner les moyens aux gens du secteur. Il n'y a pas assez de structures adaptées. Le cabinet de la ministre Glatini est en train de réfléchir maintenant à ce genre de situation et réfléchit à faire des propositions pour ces fameux jeunes incasables. Pourquoi seulement maintenant ? On en revient toujours au nerf de la guerre, c'est toujours la question de l'argent. Oui, c'est complexe, on ne va pas se voiler la face ici. On sait que la Fédération Wallonie-Bruxelles est en charge de l'aide à la jeunesse, mais par exemple les problèmes de santé mentale, ce sont les régions. Et donc on travaille en bonne intelligence avec les collègues, on a déjà eu plusieurs réunions sur le sujet. Il y a une réforme qui a été initiée par mon prédécesseur et dans laquelle je m'inscris, qui est une réforme qui met l'accent sur la prévention pour qu'on puisse le plus rapidement possible identifier le problème. On vient d'y accorder 1,5 million d'euros alors qu'on est dans une situation budgétaire difficile. Donc on est tous bien conscients de la nécessité d'individualiser le suivi pour très vite mobiliser le bon service pour ce type de jeunes-là. Je pense aussi qu'il faut quand même veiller à replacer tout ça dans des politiques éducatives générales. Si on sait que tout se joue très rapidement et qu'on insiste sur la prévention, que diable, qu'on mette les moyens où il faut les mettre. L'enseignement consacre chaque année pratiquement plus de 400 millions pour le redoublement des élèves, dont on sait qu'il est non seulement inefficace, mais qu'il est contre-productif et qu'il amène les dégâts dont on parle ici. Et le budget général, global de l'aide à la jeunesse dont on parle ici est en deçà de 300 millions d'euros. Je suis retournée chez mes parents parce que j'avais 16 ans, je crois.
Je m'étais dit, bon, peut-être ils ont compris le fait que je suis pas à la maison, tout ça, ça les attriste. Peut-être qu'enfin, ils ont vu que je sais me débrouiller quand même un peu toute seule et que voilà, ça va changer. Je suis rentrée. Et quand mes parents croyaient que je dormais pas en fait. Et j'entendais tout ce qu'ils disaient. Et là, ça partait sur des Moniquins. On mérite pas ça, pourquoi elle nous fait ça, on est des gens bien. Finalement, il faudrait peut-être lui trouver une vitrine sur la rue de la Scotte. Des choses que moi, parfois, je pleurais toute seule, en silence, dans mon lit, parce que j'entendais mes parents dire ça. Et après 2 jours, on s'est retapé. Donc je suis repartie, tout simplement. Ah ouais? Je veux m'asseoir et je veux boire, mais quel chemin t'emmène à moi? Quel démon t'envoûte dans mes draps? Je veux m'asseoir et je veux boire tout en essayant de croire en toi. Mais j'ai été tellement déçu que les mots ne suffisent plus. Là j'ai mélangé différentes molécules. Ça m'a fait penser à ce qu'on aurait pu. Le soleil brille sur mon visage si pâle. Prise de conscience, la peur s'installe. Malheureusement, à mon âge, j'ai dû tomber enceinte. Donc, en tombant enceinte, j'ai essayé aussi de revenir chez mon père. Mais mon père, il ne voulait pas parce que je n'étais pas mariée. Il estimait que chez nous, tant que tu n'es pas mariée, tu es enceinte, etc., tu n'as rien à faire chez lui. Je suis revenue chez SOS demander de l'aide parce que j'en avais marre de dormir déjà enceinte de 4 mois dehors. Donc ici, il n'y avait pas de place, à Baka, il n'y avait pas de place. Donc je n'ai pas eu de choix que de dormir sur un banc à Flagey en étant enceinte de 4 mois. L'avenir à l'horizon, celui dont je rêve depuis si longtemps. Pourtant, juste devant, un nuage de 8 tremblements, je ferme les yeux. J'étais vraiment... je ne sais même pas comment expliquer. J'étais tellement énervée, tellement énervée. Malheureusement, j'ai dû rentrer chez moi. Mes parents, voilà, avec tout ce qui s'est passé, tous les soirs, ils s'enfermaient dans leur chambre à clé. Malheureusement, je me suis fait du mal parce que j'étais tellement triste et j'avais comme si on m'enfonçait un poignard dans le cœur. Parce que moi, je trouve que je suis pas comme ça, un monstre qui va les tuer et tout ça. Du coup, un jour, j'ai réagi et j'ai mis une poêle avec de l'huile dessus. C'était pas mon intention directe de mettre le feu, c'était plutôt de passer un message, quoi. Alors Pauline a veillé à tout, elle a veillé à ce que son chien ne soit pas là, elle a veillé à vérifier que ses parents n'étaient pas là, elle a appelé les services sociaux, elle a appelé la police, mais elle a bouté le feu. Et donc elle comparaît devant une juge d'instruction qui ne l'a jamais vue, qui ne la connaît pas, qui ne connaît pas son parcours, qui ne sait même pas qu'elle souffre d'une maladie particulière et qui voit devant elle une jeune femme qui parle peu, qui a tout juste 18 ans et qui vient de bouter le feu à l'appartement de ses parents. Ça dure quelques minutes et elle est envoyée en prison. J'ai eu 18 ans le 8 octobre et le 15, j'ai été en prison. J'ai pris une peine de 18 mois. J'étais avec toutes des femmes plus vieilles que moi, plus âgées que moi, et il n'y avait personne de mon âge. Ils m'ont dit qu'on foutait un bébé en prison. Une jeune fille de 18 ans, ça n'a aucun sens de la mettre en prison. Ce n'est pas ça qui va l'aider, c'est pas ça qui va lui permettre de comprendre qu'elle doit changer. Ça fait des années qu'on lui dit qu'elle doit changer. Personne n'en voulait parce qu'elle était trop délinquante pour l'hôpital psychiatrique, elle était trop psychiatrique pour l'IPPJ et au niveau des institutions handicapées, ça ne rentrait pas du tout. Donc elle avait sa place nulle part. On a toujours dit que moi je ne rentrais pas. Le chef de l'établissement de Mons a envoyé la juge. Madame la juge, ici nous ne sommes pas un endroit d'hébergement. L'hébergement, le nœud du problème. Et puis parfois ça se débloque, comme ça, pour une raison bien précise. Et pourtant, là encore, ça fait mal. Pour moi, je trouve qu'à partir du moment que je suis tombée enceinte, les portes se sont ouvertes. Ils nous ont trouvé un centre de maison maternelle à Woluwe, etc. Puis beaucoup de choses, puis l'argent, puis la situation, puis la psychologue. Tout est venu d'un coup. Pour moi, personnellement, j'ai senti qu'ils étaient plus là pour le petit que pour moi. Ils avaient plus peur que je réplique tout ce que j'ai vécu à mon fils, en fait. On me faisait comprendre que si à mes 18 ans, je ne me portais pas bien, à mes 18 ans, en gros,
Le petit, il allait être en sécurité, et moi, je pouvais me débrouiller après. Ça allait être SOS à Baka jusqu'à ce que j'ai 18 ans, puis quoi, SAMU, ou quoi. C'est là où il se passe beaucoup de choses, où les gens se piquent. Je me suis dit ça, je me suis dit, en fait, en gros, je suis tombée enceinte pour au final qu'on me met en sécurité. Limite, on doit tomber enceinte pour qu'on remarque qu'on est là. Divine échappe au SAMU social, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, même si on a seulement 18 ans. L'hébergement au sein des structures d'urgence non mandatées a été limité à 18 ans, ce qui fait que les jeunes doivent aller vers le secteur pour adultes. Comme ils n'ont pas de solution de logement, d'hébergement, c'est le secteur du sans-abrisme. Donc j'étais chez ma tante, ça n'a pas pu durer. Et elle m'avait demandé de trouver une solution avant une certaine date. Mais bon, je ne savais pas. Donc du coup, je suis allé au SAMU. Mais en fait, le SAMU social, c'est un endroit pour les sans-abri. On était à combien, je crois 15, 20, 25 dans la même chambre. Il y avait genre des hommes de peut-être 50, 60 ans. Qui ont des problèmes de santé mentale, qui ne sont pas, qui sont en mauvaise santé. Quand j'étais là et que j'étais sur ce lit, je dis mais en fait là je suis vraiment au plus bas quoi. Genre j'ai pas d'endroit, demain je vais faire quoi? Là tu me demandes genre dans les heures à suivre tu vas faire quoi? C'est garder la foi là parce que c'était pas ce que je méritais franchement. Visage si pâle, prise de conscience, la peur s'installe. Ce qui était viral devient vital. L'avenir à l'horizon, celui dont je rêve depuis si longtemps. Pourtant, juste devant, un nuage de 8 en branche ferme les... Pour éviter la rue et l'errance, Monica tente de se fixer. Elle intègre un centre d'hébergement prévu pour accompagner des jeunes filles vers l'autonomie. Et ça a foiré totalement. Les filles qui étaient là, les éducateurs qui étaient là n'étaient pas dans mon contexte, pas du tout. Au fond, j'étais déjà très indépendante, je savais nettoyer. En fait, toutes les choses que je devais avoir pour obtenir mon autonomie, je les avais. J'avais tout acquis. Et eux, ils traînaient, et ça traînait, et ça traînait. Et moi, j'étais là, je sortais encore à ce moment-là, j'avais un copain et tout ça. Et dès que mon ex a eu son appartement, Monica, elle est partie vivre chez lui, tout simplement. Pourquoi ils ont envie de fuir ou quoi que ce soit, ils ont besoin de s'aérer la tête. Ils souffrent, on leur demande d'avoir un projet de vie. Alors qu'ils vont peut-être déjà même plus à l'école. Et avoir un projet de vie, ça veut dire quoi avoir un projet de vie? Parce qu'en même temps, ils sont tout seuls. Et que donc, ils doivent arriver, ils doivent répondre à des choses. Et alors, ils doivent déjà un peu savoir où aller, vers qui aller, quel est l'avenir. Alors que ceux qui ont eu de la chance à 16 ans ne se posaient pas ce genre de questions-là, se posaient plutôt dans quelle option d'école je vais aller. Ou c'était peut-être ça, le plus compliqué à cet âge-là. Je parle d'une vie, je suis plutôt seule, je m'efforce à comprendre ce puzzle. Je m'efforce à comprendre ce puzzle. Je croyais que ça allait faire du bien, parce que voilà, je serai avec mon copain, je serai avec mes amis, je les verrai tous les jours, ça va bien se passer, on va bien faire les courses, on va bien faire ci, ils ont des revenus, donc c'est pas qu'on est dans la merde constamment. En fait, non, pas du tout. Ça veut dire qu'au début, c'était parfait, tout allait bien, j'avais la belle vie, mais par la suite, rester enfermée avec plusieurs mois avec des gens qui sont des délinquants aussi, qui fument aussi, qui boivent aussi, qui prennent aussi n'importe quoi, je me suis dit, non, Monica, en fait, t'as 17 ans, tu viens d'avoir 17 ans, et dans un an, t'es majeure, et t'as rien. Et je me suis dit, vraiment, t'as rien, et j'ai pas envie d'être dans des galères. Alors, j'ai essayé de recontacter le SAJ, sauf que comme j'étais partie du centre, le dernier centre où j'étais, donc l'île à Mono, comme j'étais partie, le SAJ ne voulait plus m'aider, parce qu'il disait que je n'acceptais pas leur aide. Contrairement à d'autres jeunes, ils ne peuvent pas expérimenter certaines choses, se planter en beauté en disant « Ah, je pensais que ça c'était hyper bien pour moi et je me rends compte que pas du tout » et revenir en disant « En fait, oui, j'ai fait une erreur, j'ai pas fait le bon choix, mais j'aimerais maintenant avoir la possibilité de faire un autre choix. » Je crois que la société gagnera beaucoup plus à prendre le temps au moment où il faut que de tirer sur des jeunes qui ne sont pas en état de l'être à ce moment-là. Et de contribuer à les abîmer toujours plus. Qu'est-ce que ça donne pour une société, un jeune comme ça? Ça peut pas marcher. Ces jeunes ne sont pas incasables. Ce ne sont pas des jeunes en difficulté. Ils mettent nos dispositifs d'aide sociale en difficulté. Et moi, j'ai l'impression qu'au niveau de la terminologie, l'errance, c'est des gens qui marchent sans but. J'ai pas l'impression, pour rencontrer ces jeunes régulièrement, qu'ils marchent sans but.
Par contre, j'ai l'impression que nous ne comprenons pas, ou nous ne voulons pas comprendre les buts dans lesquels ils sont inscrits, et que donc l'errance ne concerne pas les jeunes, mais c'est le produit du système. Et c'est le système qui est en errance, qui ne comprend pas comment accompagner au mieux ces jeunes. Je pense d'abord, il faut pouvoir supporter qu'ils ne sont pas tous casables et que c'est pas grave en fait qu'ils soient hors des cases et qu'il faut pouvoir travailler avec ça, le fait qu'ils ne rentrent pas dans des cases que la société a prévues, a pensé à leur place, et que le dynamisme et l'intérêt de l'adolescence, c'est justement de faire bouger les cases. Là, je trouve qu'on a tous à en prendre quelque chose et à s'enrichir de comment eux font avec leurs propres solutions et nourrir nos institutions de ça. Alors on fait quoi? On ne peut tout de même pas changer du jour au lendemain une société inégalitaire, mais on peut déjà donner une chance à ces jeunes, un lieu d'accueil pour mieux se poser avant de rebondir. Mais ces jeunes, s'ils quittent les familles pour se retrouver avec rien, ils ne savent pas mettre les choses au travail. Et les familles non plus, il y a un vrai manque en fait, de lieux d'accueil. Pourquoi pas avoir plus d'endroits en Belgique déjà qui puissent permettre en tout cas aux jeunes de venir taper à la porte sans être placés, sans être de travailler un petit peu donc vraiment à la demande du jeune. Ce serait incroyable déjà. Les pouvoirs publics travaillent de plus en plus ensemble sur cette question. Les associations, les organisations travaillent de plus en plus ensemble sur cette question. Il y a des consensus politiques pour dire c'est un véritable sujet de société et on ne peut pas se contenter de rustines. On doit vraiment arriver à remettre les gens dans les logements. Après, le point négatif et le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'on va structurellement réussir à freiner cette précarisation accrue globale, quoi. Stimule gros, sans rancune cette fois-ci, même si ça pourrait te déplaire, mes idées sont grave claires. On va s'expliquer sans colère, j'ai l'air débile quand je parle toute seule et toi tu m'emprisonnes. Et toutes ces pensées que t'accumules, j'en perds la vue et mes repères se dissimulent. La lémonie, fais pas ta chieuse, sans moi tu serais pas aussi heureuse. Tu parles d'une vie, je suis plutôt seule, je m'efforce à comprendre ce puzzle, oh. Je m'efforce à comprendre ce puzzle, et mon ego est noir, 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 noir. Mes idées sont noires, 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 noires. J'ai pris de la maturité, mais j'en ai trop pris peut-être. Je suis plus froide, tout simplement. J'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, j'aurais pas voulu avoir autant de haine. Tellement que t'es habitué à la haine est devenue normale. L'agressivité est devenue normale en toi. Mais c'est tellement tout ce que j'ai reçu que ça fait de moi ce que je suis. Quand t'as connu des trucs en prison ou en psychiatrie, des trucs de dingue, de folie, où on veut te poignarder dans ta chambre, c'est vrai que c'est pas évident de dormir, mais on m'a dit, justement, t'as été en prison à ton âge, c'est que t'es déjà forte. Moi, je voudrais que ma vie qui fait normale comme les autres. Ce qu'il faut, c'est vraiment juste de l'encadrement et de l'organisation et de la motivation aussi, parce que sinon, voilà, il va te laisser abattre. Pour moi, on a volé ma jeunesse, parce que j'aurais juste voulu d'une personne qui pouvait me soutenir, me comprendre. J'ai de la rage au fond de moi que j'écris puis que je déduis, mais je prends guère la fuite. Entouré de pensées noires, j'entertaine, sans personne sans que je les baise. Un jour ma haine viendra et je suis comme une bombe à retardement qui attend gentiment. Que le temps presse, que le temps stresse, une fois lâché, tu seras rien y faire. Non, ce jour-là, cachez-vous loin. Oh la wesh Monique, calme-toi, je sais tout ça. Et c'est pas que je me mêle encore une fois, mais je te dis la vérité en face, c'est ça qui te plaise gros. Je te dis la vérité en face, c'est ça qui te plaise gros, Moni.